Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, vous avez des véhicules automatisés qui roulent aux États-Unis, en Chine. Il y en a qui sont en test dans plusieurs endroits en Europe. Et dans le cadre des Moving On Insights, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux éclairages. Celui d'Henriette, qui est CEO d'Urban Innovate et qui nous parle de l'autre bout du monde, ou presque, de Californie. Et François Ramon, qui s'occupe de projets automatisés au niveau de la SNCF. Ce que je vous propose, c'est que Henriette nous fasse une petite présentation de sa vision. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Ensuite, on fera une petite séance. Après, nous aurons François qui nous parlera de projets concrets en Europe pour continuer la conversation. Henriette, donc tu as un profil très riche puisque tu es à la fois ingénieur, experte en mobilité urbaine, docteur de l'Université technique de Munich. Donc, tu as travaillé dans l'industrie automobile, tu t'es spécialisé ensuite dans les véhicules automatisés, les services de mobilité. Tu as dirigé, alors c'est vraiment mondial parce que tu as dirigé une équipe de recherche à Singapour, tu as coordonné des travaux européens, tu es en plus aujourd'hui experte au service de la Commission européenne. Tu as fondé à San Francisco de Urban Innovate, une structure qui est dédiée à la préparation des acteurs de la mobilité, au basculement autonome, et c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Et donc, quelque part, ton travail, c'est vraiment relier les enjeux technologiques, les modèles de service, les perceptions. Voilà. Donc, Henriette, the floor is yours. Merci beaucoup Nicolas, merci pour cette introduction. J'aime beaucoup que tu aies insisté sur le côté service des véhicules autonomes, parce que c'est vraiment un angle que j'aime beaucoup apporter. Donc bonjour à tous et à toutes, j'ai préparé quelques slides un peu pour accompagner la discussion d'aujourd'hui et j'espère que ça générera vraiment une discussion riche. Est-ce que vous voyez mon écran? J'attends un petit oui. Je vois un hochement de ta tête, Nicolas, c'est bon. Alors j'avance. Oui, effectivement. Donc je vous parle depuis San Francisco et je ne répète rien par rapport à mon introduction, c'était parfait, tout ce que Nicolas a dit. Ce que j'observe, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et je pense qu'on en reparlera aujourd'hui dans l'échange. C'est le sujet des tendances, en fait. Je me suis toujours intéressée à la société dans son ensemble, en voyant la mobilité comme une part, comme une façon de refléter, en fait, la société. Et bien sûr, les médias, qui ne sont pas... je m'intéresse beaucoup à ce qui se dit dans les médias, comment on est aussi influencé par tout ce qui se dit, etc. Et quand on parle de véhicules autonomes, bien sûr, je suis sûre que ça vous arrive, vous, dans votre entourage, quand vous parlez à peut-être des personnes moins expertes que vous, que le sujet Tesla revient en disant Tesla est une voiture autonome, avec toutes des annonces qui ont été faites. Là, c'était une annonce l'an dernier, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup au niveau marketing, beaucoup au niveau communication qui embrouillent un peu les esprits. J'ai l'impression, quand on regarde Waymo, que toutes les semaines, il y a une nouvelle ville qui va commencer des déploiements. Donc, on sent que vraiment ça augmente, enfin, qu'ils scale, qu'ils arrivent à grandir dans leur accès aux villes, aux différents aux villes, surtout avec aussi des nouveaux véhicules qui arrivent, etc. Aussi le sujet, bien sûr, de AI, je pense que de l'IA, je pense qu'on en a tous, peut-être un peu trop d'ailleurs, dans notre quotidien. On en entend parler à toutes les sauces, mais on a tous et toutes conscience que ça va impacter notre quotidien inévitablement. Et sur la droite, j'ai vraiment mis un aspect, j'ai sélectionné quelques articles sur le côté un peu générationnel qui va jouer un énorme rôle dans le futur au niveau de la façon dont on se déplace, avec des recherches qui ont montré que les nouvelles générations vont peut-être avoir moins de permis de conduire, vont être moins intéressés par le permis de conduire, avec des nouveaux, peut-être, comportements en transport qui viendront, mais aussi des sociétés vieillissantes sur de nombreux continents. Donc là, j'ai l'exemple du Japon qui est un peu, enfin, je veux dire, qui sont les plus impactés par le vieillissement de la population, mais on sait qu'en Europe, on va être impacté aussi, et qu'au final, on va devoir repenser à la façon dont on se déplace. Et la petite vignette que j'ai placée avec TikTok,
Si vous voyez l'écran, c'est le concept, je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept de brain rot, qui est en fait complètement abrutissant, qui sont des messages complètement abrutissants qui circulent sur ces plateformes type TikTok, qui hypnotisent quand on les regarde. D'ailleurs, il y a pas mal de films de science-fiction qui s'emparent un peu du sujet. Et là, je pense qu'il y a aussi des messages qui vont passer, qu'il faut qu'on surveille, qu'il faut qu'on regarde de près, parce que je pense que ça influencera les nouvelles générations. Et ce slide, en fait, représente aussi pour moi un peu toutes les tendances que je suis et via ce que je fais, donc par mes conseils auprès des villes, auprès des transports publics, j'essaie aussi de mettre tout ça en commun entre les impressions qu'on a, les narratifs qu'on peut lire en ligne et la réalité du terrain. Donc maintenant, si on va dans la réalité du terrain, j'ai voulu vous prendre, c'est une présentation courte, je voulais pas avoir trop de slides, donc je voulais me focaliser vraiment sur un message un peu ciblé. Quand je suis invitée à parler, souvent, comme je suis à San Francisco, c'est vrai qu'on m'associe beaucoup avec les robotaxis, avec Waymo, etc., que j'utilise, j'aime beaucoup. Enfin, c'est une technologie formidable, c'est certain. J'aime beaucoup Zoox aussi, qui tourne bien à San Francisco. Mais je voulais mettre l'accent aujourd'hui sur le fait qu'il y ait pas mal de déploiements au-delà des robotaxis, partout dans le monde, mais aussi, enfin, dans de nombreux pays, c'est quand même centralisé sur certains pays. Mais même aux États-Unis, il n'y a pas que les robotaxis. Et donc déjà, en commençant par... J'ai fait une petite sélection. Alors, toute la sélection que j'ai faite sur ce slide, c'est complètement subjectif. C'est ce qui, moi, m'intéresse, ce que je pense qu'il y a vraiment une espèce de potentiel pour l'avenir. Le plus gros potentiel que je vois en ce moment aux États-Unis, dans le domaine non robotaxi directement, on va dire, c'est le fait que Holland a va construire des véhicules autonomes à Jacksonville avec vraiment le but de produire 2000 véhicules par an, ce qui serait unique, avec déjà un engagement à Jacksonville qui a promis d'en acheter quelques-uns. On sait qu'ils ont des difficultés, je reviendrai là-dessus, qu'au final, il y a des délais, etc. Mais je trouvais que ça envoyait un bon signal parce que aussi aux États-Unis, il y a un concept qui est assez fort et qui est devenu encore plus fort récemment avec la nouvelle administration, enfin la nouvelle qui n'est plus si nouvelle d'ailleurs, disons l'administration actuelle, de Buy America, où il faut vraiment faut que tous les véhicules construits soient construits sur le sol américain. Et du coup, des initiatives comme ça, je trouve que c'est pas mal et que ça envoie des signaux assez positifs pour l'industrie du transport public particulièrement. Si on regarde aussi le transport public, il y a des projets à Atlanta, un projet avec Adastec, un bus Adastec coordonné par BIP qui tourne. Il vient juste de commencer, je suis assez curieuse, je vais aller visiter et voir et je vous ferai mon retour sur ce sujet. Mais je trouve ça pas mal qu'il y ait autre chose, qu'on voit autre chose que les Waymo, etc. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Et un acteur comme Mobility est un acteur que je suis aussi. Eux, ils sont très axés sur plutôt justement le côté rural ou banlieue et ce qu'ils appellent aux États-Unis le paratransit, qui est pour la mobilité des personnes avec des handicaps variés ou des personnes à mobilité réduite en général. Donc, ils se focalisent pas mal sur ce segment-là. Et c'est aussi intéressant de les suivre avec des partenariats avec Uber. Mais bon, Uber collabore avec beaucoup de partenariats où Uber est impliqué, dans lesquels Uber est impliqué. Donc ça, c'est un peu pour les États-Unis, là, en ce moment, moi, ce que je trouve intéressant à suivre. Je voulais mentionner aussi le cas particulièrement de Munich. Là, je vous fais un spot juste à Munich. Alors, je sais qu'en Allemagne, il y a plus que ça. Mais ce que j'aime beaucoup dans ces projets, c'est que c'est vraiment l'agence de mobilité locale SVM et MVG, enfin, l'agence de l'autorité et l'opérateur locaux, qui sont vraiment moteurs dans les tests et les déploiements de ces véhicules. Donc, d'un côté, les ID Bus, vous connaissez le ID Bus de Volkswagen, qui utilisera IAV comme ADS, excusez-moi pour tous ces anglicismes, mais comme système de conduite autonome, et non pas Mobileye, comme c'est le cas avec la collaboration avec Moya. Donc, il n'y aura pas Moya dans ce projet, mais ce sera directement avec Volkswagen. Et aussi un autre projet avec MAN et Adastec pour un système de bus
Je trouve ça très intéressant, un peu disruptif dans la façon dont les acteurs collaboraient jusqu'à présent, et très moteur. Bon, voilà, ce côté moteur venant d'une entreprise, d'une agence publique, moi, ça m'inspire et je vais suivre tout ça de très très près aussi. Et si on regarde un peu ce qui se passe en Asie, j'ai voulu mettre l'accent sur deux pays. Singapour, donc oui, comme tu l'as dit, Nicolas, je suis biaisée parce que j'ai vécu là-bas 3 ans, donc je suis toujours de très près ce qui se passe, où ils vont, où la- le LTA, so Land Transportation Authority, donc l'agence gouvernementale de transport à Singapour, qui coordonne les transports publics là-bas, investissent dans des déploiements de bus autonomes. Ce sera une collaboration entre BYD et je ne sais pas si vous lisez chinois, si certains lisent chinois dans la salle, ce logo, c'est Jidao Network Technology qui fera la technologie autonome. Donc, c'est un acteur que je ne connaissais pas, que je vais suivre et je suivrai les déploiements à Singapour. Ce que je trouve très intéressant dans la façon dont ils pensent le déploiement, c'est qu'en fait, ils vont tester sur des routes des lignes de bus existantes, où ils garderont les chauffeurs et la ligne telle qu'elle est pendant les heures de pointe, et ils testeront ces véhicules en heure creuse. Et j'aime bien cette notion, et c'est dans tous ces projets-là que vous voyez à l'écran, c'est ce côté déjà très intégré au transport public, que je pense qui est intéressant de suivre et qui est assez exemplaire dans ce genre de déploiement. Il se passe d'autres choses à Singapour avec WeRide et Grab qui ont un pilote en ce moment que je suis. Oui, que je suis. On va avoir les retours qu'il y aura. Et finalement, aussi un focus sur le Japon. Le Japon a eu une façon, ces 10 ou 15 dernières années, tout à fait exceptionnelle d'envisager la mobilité autonome. Parce qu'en fait, ils ont utilisé énormément de véhicules en rétrofit, augmenté, si on peut dire, euh, avec le but. Donc le but, c'était pas de passer à une échelle commerciale de ces véhicules, mais vraiment de tester de nouveau l'intégration et de tester sur différents types de services, avec tout le temps un axe très très fort sur l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Et je pense qu'ils ont réussi à obtenir énormément d'enseignements. Ils ont fait plus de 100 pilotes là. Enfin, j'ai vu certains chiffres passer, c'était assez impressionnant. Euh, et là, au final, ce qu'on voit émerger, c'est cet acteur qui est Tier 4, qui utilise une plateforme qui s'appelle le AutoWare Foundation, enfin qui est AutoWare, parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent, qui est une plateforme logicielle open source. Et là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui peut se passer aussi, et de changer un peu la façon dont tous les acteurs pourraient collaborer et customiser un système de conduite autonome. Donc aussi à suivre avec un gros acteur de bus comme Isuzu, et donc Nvidia aussi qui sera dans le projet, que je suivrai aussi très près. Donc vous voyez, ça c'est vraiment les choses qui m'intéressent. J'espère qu'ils vous intéressent aussi. Et là, je vais faire un petit coup de pub parce qu'en fait, c'est de la pub, mais en même temps, c'est vraiment une invitation à la collaboration. Je produis une revue trimestrielle des cas d'usage dans le monde, où j'update à chaque fois à toutes les discussions que j'ai, je mets à jour cette page. Et je vous invite vraiment à me faire part de vos remarques sur le sujet, de me dire si vous êtes d'accord avec la liste que je mets sur place, parce que j'essaie vraiment de mettre sur place les déploiements qui sont matures, c'est-à-dire je veux pas trop le côté pilote tout nouveau, prototype, etc., mais plutôt des déploiements matures, s'ils ne sont pas encore commercialisés, en déploiement commercial. Je veux au moins qu'ils soient vraiment, enfin, qu'ils ont une visée plus tard à devenir, à être commercialisés. Donc, n'hésitez pas à interagir avec moi sur le sujet. J'ai envie que ce soit une grande conversation. J'espère qu'on pourra déjà commencer aujourd'hui. Et ça c'est mon dernier slide pour faire le lien avec la conversation que l'on aura. La préparation des acteurs, pour moi, là en ce moment, je m'intéresse énormément à l'aspect commande publique, comment faire en sorte de mutualiser cette commande et d'envoyer des signaux forts aux acteurs qu'il y aura une demande pour des véhicules tels que le Holon, ce genre de shuttle. Et en fait, là, l'article que je vous mets, c'est justement, Holon n'arrive pas à avoir assez de demandes, de promesses d'achat
de leurs véhicules, et je crois qu'ils sont en difficulté à cause de ça. Donc, d'essayer d'avoir plus de concertation entre les autorités, entre les différents acteurs pour envoyer des signaux forts à ce genre d'initiative, aux industriels. Bien sûr, partager les spécifications techniques, de mieux comprendre. Je pense qu'il y a un gros besoin au niveau des acteurs qui comprennent mieux la performance de ces véhicules. Et ensuite, j'ai mis ici le testbed de la Commission européenne, pour laquelle je les soutiens en ce moment tant qu'experte. Et je les soutiens dans leur stratégie de communication, pour faire en sorte qu'une fois que les testbeds sont mis en place, comment être sûr que toute la communication puisse se faire de façon fluide à l'intérieur des testbeds, mais aussi d'envoyer de nouveau des signaux forts au-delà de l'Europe pour attirer des investisseurs et pour montrer vraiment que l'Europe qu'il y a une cohésion en Europe et une volonté d'accélérer les déploiements et de faire venir de nouveaux acteurs sur le territoire. Bien sûr, le rôle de l'opérateur, on en reparlera. Je pense qu'il est central dans tout ça. Quand on parle justement des spécifications, etc., les opérateurs connaissent bien les véhicules. Et grâce à des plateformes telles que Moving bien sûr, partager tous ces retours d'expérience et la collaboration, ça, je ne saurais le dire assez, à quel point c'est important. Voilà, je voulais juste faire cette petite présentation rapide, et je redonne la main. Merci. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu vois, parce qu'il peut y avoir des pratiques différentes d'une plaque continentale ou d'un pays à l'autre pour valoriser à la fois des expérimentations et ensuite des services. Ça peut être une autorité gouvernementale qui dit, ben, j'ai envie, j'ai un plan, vous allez me le déployer. Ça peut être un acteur technologique qui dit, ben, moi j'y crois, donc j'investis, même si je brûle beaucoup de cash au début pour prendre le marché. Ou bien, comme le troisième point que tu évoquais par exemple, c'est un territoire qui dit, ben, moi j'ai un besoin, je vais chercher des solutions. Est-ce que tu as déjà vu, quand je dis en dehors d'Europe, justement des bonnes pratiques de partage, que ce soit par exemple au niveau des territoires? Parce qu'on a vu en France typiquement avec le salon MOBCO ce mois-ci, le besoin des territoires de dire, OK, ben, j'ai entendu parler de ça, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres territoires avec qui je pourrais discuter sur ce sujet, quoi? Et donc, comment fédérer, même si c'est une partie de l'équation? Bah, je pense que là-dessus, Nicolas, tout ce que tu entreprends au niveau de Moving On, de la SIVA, c'est assez exemplaire. Je pense que des structures comme ça peuvent énormément aider au niveau, là, c'est plutôt basé sur la France, mais réussir à fédérer au niveau européen. Je pense que l'Europe, c'est vraiment notre un peu carte à jouer, ou notre avantage à ce niveau-là, c'est le côté partenariat et collaboration. Comme tu l'as mentionné, je coordonnais un large projet européen. Et ce qui m'a frappé, c'est donc, pour ceux qui sont, je ne sais pas si tout le monde est familier avec les projets européens, mais l'idée, c'est on fait une demande de financement. On met vraiment c'est un gros rapport. La demande de financement est déjà assez lourde en tant que telle. Et quand on a les financements, on les distribue et on a des choses, des livrables et des objectifs à atteindre. Et les partenaires, c'est souvent des partenaires, c'est toujours, les consortiums sont toujours faits de partenaires industriels, académiques, et aussi des associations, et parfois des acteurs publics qui se joignent aussi. Et ce qui me frappe dans ça, moi je pensais que c'était normal, parce que j'ai vécu en Europe, j'ai travaillé longtemps en Allemagne, c'est qu'en fait, par exemple, aux États-Unis, ça n'existe pas du tout, ce genre de mécanisme. C'est les financements faits à la recherche va être simplement avec la recherche. Parfois, ils vont avoir un acteur industriel, mais en fait, ils se perdent dans leur protection des données, etc. Et les collaborations. Ils sont assez admiratifs de la façon dont on collabore en Europe. Et je crois que ça va être notre carte à jouer pour l'avenir. Donc, les projets européens, ils ont leurs problèmes en soi. C'est très, très lourd administrativement parlant, et ça, bon, en général, c'est ce qu'on peut dire de l'Europe. Mais je crois que des nouvelles initiatives qui se mettent en place, peut-être comme les testbeds qui sont moins axés recherche, pourront aider, faciliter à avoir de la communication entre les différents acteurs. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Est-ce que
Parce que tu t'intéresses aussi à la perception des utilisateurs, mais ça peut être aussi des autres parties prenantes. Est-ce que tu vois des différences entre ce qui peut se passer en Asie ou en Amérique ou en Europe, de ce point de vue perception ou communication dans les médias, hein, c'est les deux facettes. Perception de l'utilisateur, de l'usager final pour. Ou bien la manière, alors, il y a peut-être les deux côtés, parce qu'il y a aussi ce que tu évoquais sur la communication, ça peut être comment les acteurs communiquent auprès de différentes cibles, et à l'inverse, est-ce qu'il y a des associations ou des acteurs qui poussent les utilisateurs par rapport à ça? Je sais pas, on prend la question comme tu souhaites, en fait. D'accord. Au niveau de la perception, la perception des usagers de la technologie, ça fait pas mal d'années parce que Singapour, c'était assez central dans mes recherches. Et là, depuis que je suis à San Francisco, enfin, je suivais ça dans le projet européen, c'était une partie intégrante, l'acceptabilité, c'est une partie intégrante du projet. Et à Urban Innovate, on a créé un outil qui permet de lire les réseaux sociaux et de traduire les narratives qu'on trouve dans les réseaux sociaux en, en insight, excusez-moi pour mes anglicismes, oui, voilà, pardon, mon cerveau est allé dans une autre direction. Et en fait, ce qu'on voit, là, qu'il y a une étude qui est en cours, on est en train de faire une étude sur tout ce qui est la perception de la sécurité en comparant la façon dont les personnes se sentent et parlent de leur sécurité dans un Waymo en comparaison de Uber et en comparaison du transport public. Et donc, c'est intéressant de voir dans une ville comme San Francisco, les véhicules tournent depuis quand même pas mal d'années, de voir les retours des différents usagers. Et ce dont on se rend compte, effectivement, et ça tout le monde le dit, c'est qu'on s'habitue très vite à la technologie, etc. Il y a pas mal de commentaires enfin, il y a un besoin de transparence et de fiabilité et de compréhension du système. Quand les véhicules s'arrêtent sans explication, les gens vont vite commenter en ligne et se poser des questions. Pourquoi le véhicule s'est arrêté ici? Pourquoi il s'est passé ci ou ça? Ça attise quand même les discussions. Mais la plus grosse partie, et ça c'est vraiment au niveau, et c'est aussi assez intuitif quand on y pense, c'est le côté sécurité. C'est dès qu'il y a un enjeu de sécurité, mais même si c'est juste un risque, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est senti mal à l'aise dans un Uber par rapport à la, au comportement du chauffeur ou de la personne qui conduit, et bien effectivement, ça envoie des signaux comme ça très très forts de risque. Et ça, je pense qu'il faudra faire très attention parce qu'il y a une espèce d'épée de Damoclès en fait au-dessus des acteurs de la mobilité autonome en cas d'accident et qui a beaucoup nui par exemple à Uber. C'est pour ça qu'ils avaient arrêté leur déploiement. C'est-à-dire l'acceptabilité est là, mais s'il se passe quelque chose, ça peut basculer, ça peut être assez brutal au niveau de l'acceptabilité. Oui, parce que c'est General Motors qui a arrêté aussi potentiellement à cause de ça. Ou... Ouais. Et il Oui, y avait une le époque. cas de Cruise était un peu différent, mais D'accord. Mais tu as eu aussi le cas où à un moment donné, tu avais eu un accident. Alors, je ne sais plus, je crois que c'était cela de mémoire, mais c'est peut-être autre chose. Et en fait, il y avait dans les réseaux sociaux un peu comme si on avait un Google Trends, un pic. Mais après, malheureusement, avec les médias, comme on passe rapidement, sans transition, à un autre sujet, qui peut être un sujet local avec la loi de proximité en communication, ça redescend. Et d'ailleurs, ça fait, donc il y a une question dans le chat sur est-ce que tu vois une montée en puissance, soit des avis, soit des réactions, euh, aussi bien aux États-Unis où il y a déjà plus de pratiques, ou même en Europe? Est-ce que tu vois justement ce sujet émerger ou ça reste encore... oui, oui, complètement, complètement. Mais c'est pas toujours pour les bonnes raisons. C'est pour ça que je mentionnais Tesla. Euh, c'est par exemple, ils vont pouvoir tester leur full self-driving, la fonctionnalité de full self-driving aux Pays-Bas. Et on peut être sûr que là, il y aura un pic, en fait. Ça va être lié à des événements, quand même, médiatiques, souvent médiatiques, ou des déploiements. Par exemple, je suis de près ce qui se passe à Louvain avec les navettes Rewild qui sont intégrées aussi au transport local de Lane. Donc ça, c'est aussi un assez bel exemple d'intégration et de volonté de vraiment comprendre le système. C'est assez intéressant de voir ce que les personnes en disent en ligne. Et ça évolue au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a toujours une phase un peu de peur avant le déploiement où
il va y avoir un peu un côté, je ne vais pas dire conspirationniste, mais un côté les robots vont dominer le monde et prendre et voler nos emplois, etc. Enfin, ce genre de discussion qui se passe avant les déploiements. Et quand les déploiements ont lieu, ça va être plus varié, plus diversifié, les commentaires qu'on va retrouver. Et beaucoup de personnes vont commenter de façon très pragmatique sur, sur un aspect confortable qu'ils ont apprécié ou quelque chose qu'ils ne comprennent pas, mais ça va être moins dans l'émotion et moins dans dans l'émotivité directe. Et je vais rebondir parce que, à titre personnel, je prends les transports en commun quasiment, enfin tous les jours de la semaine au moins. Et j'ai vraiment trouvé cette amélioration de dire, OK, il nous arrive quelque chose. Alors, au-delà des choses de sécurité, ben, ne descendez pas sur les voies, attendez. Mais dire, tiens, voilà ce qui va se passer, c'est aussi bien sur les réseaux sociaux, etc. Il y avait encore le cas aujourd'hui, parce qu'avec les chaleurs, il y a eu un incendie, mais on retrouverait immédiatement sur les réseaux sociaux des éléments d'information, puisque c'est des impondérables. Et donc, finalement, c'est une bonne transition pour François. Parce que donc, François, tu es directeur de projet mobilité autonome à la SNCF. Tu travailles à la fois sur la conception et l'expérimentation des briques technologiques et servicielles de systèmes de transport, avec bien sûr cette visée, je trouve, industrielle de la mise en œuvre de grand public, de mass transit, je ne sais pas si on peut parler comme ça. Alors, notamment sur des voies ferrées reconverties, mais aussi sur des questions concrètes. Et peut-être que tu vas nous en parler dans ta présentation, mais il y a une photo bizarre derrière parce que je ne vois pas de voie ferrée. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci Movinon là, pour l'invitation. Effectivement, donc le fond d'écran que j'ai derrière, c'est une voie ferrée qui n'était plus exploitée depuis une quinzaine d'années à côté de Nantes, donc sur la commune de Carquefou, et qui a été reconvertie sur une portion de 2 km à partir de 2019, hein, dans le cadre du projet SAM. Qui a marqué l'entrée un petit peu concrète, je dirais, de SNCF dans le monde de la mobilité autonome pour tester des briques techniques à l'époque hein, de circulation de véhicules automatisés. On a fait ça avec Stellantis dans le cadre du projet SAM. Alors j'ai quelques images pour vous en montrer un petit peu plus à quoi ressemble cette plateforme. Un écran. Donc, qui a été reconverti en majorité, je dirais, en voie double, c'est-à-dire en permettant de circuler dans chaque sens. Mais c'est une ancienne voie de fret qui avait un foncier qui est relativement étroit, donc par endroit, on n'a pas pu faire de la voie double et donc on se retrouve avec des contraintes de voie unique, comme on le connaît dans le ferroviaire. Simplement, le croisement de véhicules, c'est quand même routier, c'est quand même beaucoup plus facile que dans le ferroviaire, donc on a aménagé des zones de croisement régulières qui permettent de synchroniser les circulations et de limiter l'effet sur le débit. Ce qu'on a eu également sur cette portion de 2 km, c'est un ancien passage à niveau qui traversait une rue de la ville de Carquefou, qu'on a donc transformé en carrefour connecté V2X, et sur laquelle on a également déployé des installations plutôt liées au service client, avec un prototype de station voyageur conçu pour des circulations où on n'a plus d'opérateurs à bord des véhicules, et des traversées piétonnes voilà, spécialement aménagées avec de la signalétique dynamique pour sécuriser leur franchissement par les piétons. Donc voilà, c'est un petit peu le premier pas qu'on a fait dans le monde de la mobilité automatisée. Sur un cas d'usage qui est très particulier, hein, voilà, qui est celui du réemploi d'anciennes voies ferroviaires. Historiquement, dans les années 2017-2018, il y a eu une prise de conscience un petit peu nationale ce qu'on appelle les lignes de desserte fine des territoires, où certaines sont menacées de fermeture à cause de faible trafic, et on en a déjà beaucoup qui ont été fermées hein, dans les années précédentes. C'est un phénomène qui a commencé il y a très longtemps et qui malheureusement est difficile à enrayer. Aujourd'hui, on a plus de 6000 km de lignes qui sont inexploitées. Et donc l'objectif, c'était d'imaginer des solutions pour redynamiser ces petites lignes avec une gamme de solutions qui pouvaient aller de trains légers ou très légers à de la mobilité routière automatisée comme on l'a conçu. Avec comme objectif d'apporter aux habitants des territoires concernés, qui sont souvent des zones peu denses,
des alternatives à l'usage de la voiture individuelle. Donc voilà, donc on a testé et atteint avec Stellantis un certain nombre de succès techniques, je dirais, à commencer donc par la reconversion d'infrastructures, mais également on a pu démontrer que les véhicules étaient capables de parcourir l'ensemble des 2 kilomètres sans intervention humaine, y compris franchissement des intersections, la desserte des stations et la synchronisation sur les portions en voie unique. Donc voilà, ça c'était vraiment les premiers pas dans le milieu. Il y a eu quelques tests avec des utilisateurs à bord des véhicules ou au niveau de la station, mais qui étaient relativement ponctuels, mais il n'y a pas eu de service à proprement parler qui a été ouvert. Voilà, ce qui nous a, en tout cas, l'atteinte de ces objectifs nous a conduit à nous projeter sur la suite, en se disant que avant de se lancer dans des déploiements pérennes, il y avait quand même ce volet serviciel et exploitation régulière d'un service qu'il fallait qu'on travaille. Et donc, c'est l'objet du pilote de service MassiPro, donc pour mobilité autonome en site propre, qui sera lancé en 2027 et qui sera donc un premier service opérationnel ouvert au public, expérimental mais ouvert au public. Ce projet, on le mène en consortium avec Renault, l'entreprise Betty et Keolis, et des instituts de recherche, VDCOM et Rayenium. Donc l'objectif, c'est vraiment de confirmer la pertinence technique de ces systèmes et aussi d'un point de vue service, en l'exploitant pendant plusieurs mois. Sur une ligne qui va être étendue pour l'occasion à 4 km et pendant, donc, je disais, une durée suffisamment longue pour capitaliser, obtenir du retour d'expérience et se projeter petit à petit vers les déploiements pérennes. Voilà un petit peu là pour introduire le propos, ce qu'on fait côté SNCF sur ce sujet. Ah ouais, c'est super. Et ce que j'aime bien aussi dans le nom de ta structure, le Tech for Mobility, c'est pas la technique pour la technique, c'est la technique pour la mobilité. Et avec en plus, j'imagine, la culture de la sécurité avant tout, qui rajoute peut-être à la fois des contraintes et peut-être le fait d'être sur une voie je ne sais pas comment l'appeler, plus fermée, même s'il y a peut-être à un moment donné cette ouverture qu'on voit avec la route ouverte. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est moins facile? Est-ce que c'est différent en fait par rapport de mettre en place des navettes sur route ouverte pour toi? Alors, clairement, nous, on y voit un gros avantage puisqu'on n'est pas exposé au reste du trafic routier, hormis voilà, ces intersections. Donc, le niveau de risque, il n'est pas complètement nul. On n'est pas sur un métro automatique complètement étanche aux perturbations. Il peut y avoir des intrusions, il peut y avoir des gens qui s'introduisent au niveau des intersections, etc. Malgré tout, voilà, le niveau d'exposition est beaucoup plus faible. Et donc, on est convaincu qu'à travers cet avantage, on peut avoir des services plus performants en termes de vitesse maximale typiquement qu'on peut aller chercher, en termes de fiabilité et temps de parcours. Tout ça, bien entendu, lié à un niveau de sécurité qui est intrinsèquement plus... Enfin, on est protégé, entre guillemets, vis-à-vis du reste du trafic. Mais on a quand même, comme tu disais, Nicolas, dans notre ADN SNCF, une culture sécurité ferroviaire qui est très présente et qui rentre un petit peu parfois en décalage, ou en tout cas il y a des discussions avec les perceptions de la sécurité dans le milieu routier dont il faut qu'on s'adapte. Voilà. Mais clairement, cet avantage des voies privées, il est majeur pour nous, et on se dit aussi qu'il a un intérêt en termes de rapidité de déploiement des futurs services demain. Même si on le voit petit à petit, et ce que présentait Henriette tout à l'heure était quand même assez éclairant là, sur le déploiement de plus en plus massif à travers le monde, on pense quand même qu'on a, par rapport au milieu ouvert, une capacité à déployer assez rapidement en sécurité. Alors, il y a une question dans le chat de Jean-Noël qui, je trouve, s'adresse à tous les deux en fait. Parce qu'Henriette, tout à l'heure, tu disais qu'il y a un certain nombre de pratiques où je prends une ligne existante, il y a des points de faiblesse parce que tôt le matin ou tard le soir, par exemple, et je viens compléter, et c'est pas un truc, un objet UFO
enfin, extraterrestre sorti de nulle part qui arrive à un moment, mais collé, posé comme ça. Il y a vraiment cette interaction. Et finalement, par rapport à ce que tu dis, François, c'est un peu enfin, la vue de ma fenêtre, hein. Le fait qu'il y a des voies ferrées existantes, il y a des routes existantes et il y a des voies ferrées qui peuvent être réutilisées. Comment vous voyez tous les deux justement cette complémentarité ou pas, et notamment, et l'autre point qui est dans la question, mais sur quel est le point de vue ou la part des services publics, notamment les autorités organisatrices de mobilité là-dedans, comment vous voyez les choses? Tu veux que je commence, François? Vas-y, Bon, j'espère que ma connexion est stable. J'ai l'impression qu'il y a des petits problèmes. Non, mais c'est une très bonne question et j'imagine que la façon de mieux le répondre, c'est vraiment qui est en charge du projet, qui est le porteur du projet. C'est ça qui va tout déterminer dans le déploiement, en fait. Et je pense que c'est là aussi que je disais qu'en Europe, j'ai l'impression que les choses se mettent bien en place et que les autorités publiques, les acteurs publics s'emparent bien du sujet, ou du moins les acteurs qui ont vocation à une mobilité publique s'emparent bien du sujet. Si je réponds à la question pour les États-Unis, en fait, ça dépend vraiment, ça dépend de ça, c'est-à-dire effectivement un acteur comme Waymo. Je dirais, la petite nuance que j'apporterais, c'est un peu selon les villes. Waymo a eu un déploiement très rapide à San Francisco, sans concertation avec la ville, et ils en payent un peu le prix maintenant, avec pas mal de frictions au niveau de la ville qui essaie de les freiner, et qui essaie de réussir à contrôler un peu leur déploiement. Mais le problème, pour répondre à la dernière question, c'est que aux États-Unis, et c'est peut-être pas tous les États des États-Unis, mais là où il y a beaucoup de déploiements en ce moment, les déploiements ont souvent lieu là où les villes n'ont pas leur mot à dire. En fait, c'est là où la réglementation se fait au niveau de l'État de Californie et la ville de San Francisco n'a pas son mot à dire. Et c'est là que ça cause c'est la cause de friction. Mais il y a d'autres exemples positifs, et d'ailleurs, j'aurai du contenu sur ce sujet à venir bientôt. Je vous conseille de suivre la ville d'Austin, où la ville d'Austin n'a pas non plus son mot à dire dans le déploiement de toute la tech. Et maintenant, il y a le quartier général de Tesla qui est là-bas, qui teste énormément, Waymo, Zoox, enfin, il y a tout. Volkswagen teste aussi à Austin. Enfin, c'est vraiment une plateforme de test incroyable. Et la ville a pris une posture de se dire, bon, on n'a pas notre mot à dire, donc on va collaborer, enfin, on va mettre en place, par exemple, des ateliers avec la police, avec les forces de l'ordre, avec les pompiers, avec les ambulanciers. On va faire des journées un peu portes ouvertes pour essayer de comprendre la technologie des véhicules. Et c'est la ville qui initie ce genre de dialogue. Et ça crée par la suite plus de fluidité dans leur échange de données, dans leur compréhension. Donc, il y a des mécanismes un peu vraiment de façon non officielle à mettre en place pour réussir à collaborer avec des acteurs privés qui, a priori, auraient aucune raison de collaborer, mais en fait, c'est possible. Donc, il y a des cas aux États-Unis intéressants sur ce sujet. Oui, alors côté SNCF, sur la complémentarité, enfin oui, bien entendu, là où on voit la pertinence de la mobilité automatisée, c'est justement sur des segments qui sont peu ou mal adressés par les transports en commun aujourd'hui, et notamment alors on pense par exemple à du rabattement vers les gares et le réseau structurant ferroviaire, qui sera difficilement en termes de débit, des flottes de véhicules automatisés ne permettront pas de répondre à des besoins en flux, comme peut le faire le ferroviaire. Mais voilà, on le voit très bien sur des zones peu denses. Là où aujourd'hui, c'est très difficile pour les collectivités de déployer des services collectifs à des coûts soutenables, ou alors c'est avec une offre très pauvre, peu attractive, peu fréquentée, qui induit peu de recettes, et bref, on a une espèce de spirale là qui mène généralement à des services voilà, très peu attractifs. On pense qu'avec des véhicules automatisés, on devrait changer un petit peu de modèle économique et avoir possiblement des investissements importants pour démarrer, mais ensuite une capacité, enfin des coûts d'opération qui permettront d'avoir des amplitudes horaires plus élargies,
d'envoyer des véhicules au moment où il y a vraiment de la demande, et donc de changer quand même le ratio entre le coût et le bénéfice pour les collectivités. Donc c'est bien là où on voit la zone de pertinence du côté SNCF pour ce type de technologie. Alors, ça me fait penser à un truc parce que il y a un congrès annuel à RTS à San Diego et en 2024, il y avait un atelier d'une demi-journée avec 49 personnes, animé par une personne de Waymo qui était passée par la RAND. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est-à-dire que au début, il y avait 7 groupes avec 7 personnes et chacun avait un rôle pour rebondir sur ce que vous disiez. Certains étaient les autorités de police, d'autres étaient c'est les constructeurs de bus ou de véhicules, d'autres étaient les associations de consommateurs, d'autres étaient l'administration. Et donc chacun avait dit, ben voilà comment on va mettre en place des véhicules automatisés. Et donc, comment est-ce qu'on se concerte pour donner notre point de vue? Donc, chacun a construit son point de vue. Et ensuite, chacun repartait dans une ville, donc une des 7 villes. Et donc, dans chaque ville, il y avait chacune des parties prenantes qui devait, avec en plus, et c'était rigolo parce que c'était le jeu des board français utilisé en carte, pour dire ben, comment est-ce qu'on négocie pour investir ou pas dans tel ou tel projet localement. Et donc, ce que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est justement cette sensibilisation au fait qu'on n'est pas tout seul, même si on a envie de mettre en place un projet, pour que ça se fasse. Ben, c'était du ludique, bien sûr, mais avec une sensibilité, avec des personnes d'ailleurs qui disent non, moi, j'ai pas envie de changer d'avis. Moi, je suis dans la police, j'ai pas envie de devenir me mettre à la place de l'association de consommateurs. Donc, il y a même quelqu'un qui avait refusé de changer de casquette. Et donc, finalement, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est comment on arrive à ce que les personnes se parlent, à la fois au niveau local, au niveau régional et administration, avec les différentes parties, pour qu'ensemble, arriver à construire, challenger, parce que sinon, le risque, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un qui n'était pas consulté dise, bah, attendez, vous êtes gentils, les cocos, mais j'en veux pas de votre truc. Un peu le not in my backyard ou Mhm. Ça, ça me parle beaucoup ce que tu dis, Nicolas, et pas plus tard que lundi, j'étais dans un atelier qui discutait de la main-d'œuvre, de toute tout ce qui est workforce, etc. Et il y avait des représentants des syndicats. Et là, c'était assez borné. Et c'était non, c'est sûr et certain, la mobilité automatisée va réduire le nombre d'emplois, va y avoir provoquer des licenciements, etc. Et cette idée que quand j'essayais de dire oui, mais finalement, les personnes ne seront plus des chauffeurs de bus, mais il y aura d'autres emplois, etc., ils ne l'entendaient pas, ils ne voulaient pas l'entendre. Donc, c'est un peu ce que tu dis. Je pense qu'on va de plus en plus, et quand on va sortir un peu de notre bulle d'experts, parce que nous, on se parle tous, et la conférence, la ATS, que j'aime beaucoup, que tu as mentionné, c'est un peu ça, en fait, on se parle tous entre experts. Je ne vais pas dire on est tous d'accord, mais il y a quand même une forme de consensus dans l'idée, dans le potentiel de la technologie, etc. Je pense que plus il y aura de déploiement et plus on se prendra un peu des murs de temps en temps d'incompréhension et qu'il faut mettre en place maintenant des bons systèmes de communication à ce sujet-là parce qu'il y a le public qui comprend pas forcément pourquoi de tels investissements ont lieu dans cette technologie. Et surtout quand c'est de l'argent public, ça va encore plus attiser les réactions. Donc ouais, je pense qu'il y a c'est sensible et ça va. Je pense que il y a un risque si on ignore un peu ce qui se dit dans le public, il y a un risque qu'il y a une sorte de retour de bâton à ce sujet-là. Ouais, oui, vas-y, attends. ouais, je suis complètement d'accord avec ce que dit Henriette. Moi, je suis persuadé que les déploiements et les pilotes de service là qu'on commence à avoir en France, ça va être l'occasion de se confronter au monde réel et à ce type de réaction et de comprendre un petit peu quelles sont les résistances, les freins éventuels, les points à travailler pour les futurs déploiements. Ça permettra surtout voilà, de dépasser les idées un petit peu véhiculées à travers les médias ou voilà, des perceptions un petit peu lointaines que peuvent avoir les gens à travers voilà, des vraies démonstrations à l'échelle et pas juste une vitrine ponctuelle, quoi. Alors, il y a une question d'Alexis qui est très. Aujourd'hui, il fait assez chaud en France. Est-ce que vous voyez un intérêt des logiques climatisation? Alors, on est dans la technique, mais des véhicules. Alors, je sais que à San Francisco, tu as la chance d'avoir peut-être un climat
enfin, pas forcément contraint, mais moins extrême. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça fonctionne. Est-ce que tu as des cas où finalement tu es contente d'en rentrer dans la voiture ou au contraire tu as un choc thermique parce que... Non, je pense le commentaire d'Alexis, je pourrais imaginer des cas d'études comme ça. Et moi, ça me fait plutôt penser à Singapour. Il faisait très chaud et très humide. Et il y avait, c'était inconcevable par la population locale de marcher vite, de marcher vite ou de faire des distances de plus de 10 minutes à pied. Souvent, moi, je disais non, mais on peut faire le rendez-vous professionnel, on peut marcher jusqu'au campus d'à côté. Et tout le monde disait, mais tu vas arriver dans un état, ne le fais pas et prends un taxi climatisé. Donc effectivement, je pense que c'est pertinent, c'est tout à fait pertinent et que il y aura une demande, il y aura certainement une demande à ce niveau-là. Après, on a eu la chance d'avoir une expérience Climate Sense. Donc c'est un camion qui est piloté par Human Adaptation Institute, qui est plutôt, donc c'est dans l'équivalent d'un container, enfin c'est dans un camion. Et le premier exercice, c'est pendant 10 minutes, marcher à 4 km/h à 50 degrés. Et justement, ça rejoint pour se dire concrètement en 2040 ou 2050, vous allez au boulot à pied à 50 degrés, qu'est-ce que ça fait? Et à 4 km/h, au bout d'un moment, vous êtes assez vite confronté à dire bah, je commence à être trempé. Vaut mieux venir en t-shirt plutôt qu'en costume cravate. Et ensuite, il y a une deuxième phase où finalement on voit des objets. Alors on s'imagine, ok, c'est une clé, c'est chaud, mais est-ce que vous avez envie de donner votre biberon, votre tétine à votre bébé à 50 degrés? Et l'autre point, c'est que dès 10 minutes, un quart d'heure, ensuite, il y a des exercices cognitifs, comme par exemple faire un château de cartes, répondre à des quiz. Et en fait, le cerveau commence à, non pas griller, mais à se dégrader. Donc, il y a aussi l'impact. Est-ce que, mais on se projette, aujourd'hui, les bâtiments ne sont pas forcément, ou les systèmes de climatisation prêts à répondre à ça. Donc, il y aura peut-être sans doute enfin, il y a un enjeu technologique pour que les véhicules, alors classiques mais automatisés, demain soient capables de gérer ces expériences. Enfin, ce n'y va. Est-ce qu'il y a une question de Jean-Noël? Est-ce qu'il y a des projets similaires à Massipro dans d'autres pays? François, est-ce que tu as fait est-ce que... Ouais, J'ai une idée de partenaire, ouais. mais peut-être commence. J'ai une idée de partenaire à mentionner, mais vas-y, commence. Alors, on avait eu des échanges il y a quelque temps avec nos collègues allemands de la DB, par exemple, qui avaient eux aussi dans leur réflexion bah, ce type d'usage. Mais à ma connaissance, ça n'a pas été transformé. Je crois ils font des tests plutôt autour de rabattement autour des gares avec des robots taxis, des choses comme ça. Mais sur le cas d'usage vraiment réemploi d'anciennes voies ferroviaires, je crois pas qu'ils soient allés au bout de l'idée. Par contre, j'ai vu des choses au Japon où là, il y a eu des circulations sur une voie verte, mais qui était issue de la reconversion d'une ancienne voie ferroviaire. Donc voilà, ça s'en rapproche un petit peu. Et puis, Henriette, tu me parlais d'un projet là mais c'est peut-être cette idée. Ouais, en fait, c'est le projet d'Atlanta, c'est exactement ça. Ils appellent ça le Belt Line, qui était une ancienne voie ferrée tout autour d'Atlanta. Et maintenant, les navettes tournent sur cette voie qui a été reconvertie en piste cyclable et piétonne. Ça correspond pas forcément à l'image qu'on aurait des États-Unis, mais en fait, effectivement, elle est très utilisée, elle est très appréciée du public. Et ils l'utilisent pour leur trajet, exactement pour les mêmes raisons. Donc, je pense que ce serait intéressant d'échanger avec les acteurs à Atlanta. Et les États-Unis ont énormément de voies ferrées. Enfin, ils ont lâché en quelque sorte le ferroviaire pour les passagers. On peut dire ça, ouais, on peut dire ça. Je pense que c'est un peu un résumé, mais c'est vrai. Et du coup, il y a un gros potentiel, je pense, aux États-Unis, avec énormément de voies ferrées non utilisées, que certaines régions reconvertissent en pistes cyclables. Donc, je pense qu'il y a un potentiel. Et le dernier exemple que je voulais mentionner, c'est l'acteur Glideways, qui eux travaillent que sur voies dédiées, un peu comme To Get There. Si l'audience est familière, je peux mettre je peux mettre les titres les noms de ces entreprises dans le chat, et qui, pour eux, c'est vraiment des cas idéaux de déploiement, ce genre de cas, parce qu'ils travaillent, c'est des toutes petites navettes même deux passagers, je crois, c'est plus des prototypes. On est plutôt dans le côté prototype, mais c'est des visions qui sont intéressantes à exploiter. Donc, je vais mettre les noms dans le chat pour ceux que ça intéresse.
Et les photos de François me font aussi penser que vous travaillez sur la partie design, y compris du mobilier, parce que Oui. finalement, ça peut peut-être être différent, l'expérience entre des véhicules automatisés et des véhicules classiques. Oui, alors je vais être coupé par table. Mais effectivement, on a travaillé sur ce prototype de station là que je présentais tout à l'heure, qui est déjà implanté sur la ligne de Carquefou, avec des questions qu'on s'est posées, sur lesquelles on a voilà, testé des différentes choses, mais sur la façon de présenter l'information à des voyageurs qui ne pourront plus s'adresser aux chauffeurs du bus. Notamment quand on se projette sur des usages, comme je disais tout à l'heure, en zone dense, on peut assez vite voir l'intérêt du transport à la demande. Transport à la demande quand le véhicule se présente et qu'il n'y a plus personne à bord. Comment est-ce que la personne sait dans quel véhicule elle est censée monter? Voilà, c'est toutes ces questions. Les usages aussi d'intermodalité, comment quelqu'un qui rejoindrait la ligne avec un autre mode raccroche au transport automatisé. Enfin voilà, c'est ce type d'usage sur lesquels on a également travaillé à travers le design de stations pour la mobilité automatisée et sur d'autres usages qui avaient été présentés par mes collègues là, lors d'un atelier SIVA il y a quelques mois. Oui, parce que finalement, en fait, là, il y a aussi le côté, enfin, rétro-engineering, non, c'est pas ça. C'est que la télécommande, ça a été inventé par un papa parce que sa fille était à l'hôpital, elle n'arrivait pas à atteindre la télé. Et ça, ensuite, est généralisé, et maintenant, il y en a dans tous les foyers. Donc, finalement, c'est même des innovations sur la partie véhicules automatisés, ou ce que vous travaillez, par exemple, sur ces abris bus ou ces abris shuttle, profite aussi sur le classique, quoi. C'est pas uniquement quelque chose sur de l'expérimentation pour un nouveau service, et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui la logique, la stratégie d'Uber qui te dit finalement, moi, je me mets au-dessus de tout ça et que vous soyez automatisé ou pas, je vous fais le service, je fais l'intermédiaire et j'intègre tout ça. Donc, il y a aussi les enjeux de positionnement des différents acteurs et est-ce qu'on va avoir une logique de winners takes it all ou bien est-ce qu'on arrivera quand même à avoir des acteurs qui arrivent à jouer leur carte pour construire des services. Et quand je dis ça, il y a un côté un peu européen en disant, et ça pose la question de la souveraineté, jusqu'où va la souveraineté, parce que il y a eu, par exemple, une lettre conjointe franco-allemande sur le sujet souveraineté récemment. C'est un vaste programme. Il y a aussi les travaux ICAVA européens en disant, bah, regardez, je prends la stack, donc la pile de technologies, je regarde quel est le niveau de présence ou pas de l'Europe. Mais parfois, c'est peut-être un peu perdu. C'est un peu comme si aujourd'hui on disait, ben non, finalement, nous ne sommes pas souverains en Europe sur les moyens de paiement, donc on arrête. Donc on arrête Visa, on arrête Mastercard et on prend que des solutions européennes. Ça va être un peu compliqué. En revanche, ça c'est bien d'avoir des opérateurs, des banquiers européens, même si. Donc ça pose aussi des questions pratiques en disant qu'est-ce qu'on n'arrive ou pas à garder souverain sans être extrémiste. Ouais, c'est une vraie question qui a agité pas mal l'écosystème ces derniers temps. Il y a quand même une réflexion là qui est intéressante, c'est de se dire finalement euh, la chaîne de valeur de la mobilité automatisée. On a tendance à voir la partie conduite automatisée comme étant le cœur du recteur, et c'est quand même un des éléments essentiels, bien sûr. Mais simplement, il y a quand même tout un tas d'autres briques qui sont importantes de développer, de maîtriser, qui vont au-delà de la conduite, sur lesquelles enfin, on le voit quand même, les déploiements à travers le monde de véhicules automatisés, c'est quand même beaucoup du robotaxi. Sur les autres modes, on voit il y a des choses qui bougent, mais je dirais qu'il y a encore de la place pour créer des champions de l'exploitation de systèmes automatisés, de la supervision, de la régulation de ces systèmes. Et là, il y a quand même un moment à pas perdre pour monter en puissance et construire ces futurs champions. Alors, Nicolas, on ne t'entend plus. Si tu...
on arrive à la fin de la conversation. Quels sont, alors c'est toujours difficile pour conclure, mais ce serait quoi pour vous le mot de la fin d'aujourd'hui, ou le début de la suite? Je veux dire rien, si tu veux. Je voulais revenir, oui, sur ce que François vient de dire, ce côté définir les rôles et réussir à identifier. J'aime beaucoup, en fait, comment tu l'as formulé, François. Je pense que je vais le reprendre, le côté réussir à avoir des champions européens dans la chaîne de valeur. Et s'ils ne sont pas, et ça revient aussi à ce que tu disais, Nicolas, si c'est pas dans la conduite autonome en tant que telle, vraiment le IDS de la conduite autonome, il y a énormément de rôles nécessaires à couvrir et où des acteurs vont devoir être prêts et pourront aussi s'exporter, non seulement pour l'Europe, mais on voit déjà que Transdev aide Waymo dans certaines de leurs opérations, dans la maintenance, etc. On peut vraiment concevoir avoir des champions français, européens, mondialement dans ce secteur-là. Et quand tout sera prêt, qui sait s'il y aura aussi peut-être, avec ce que je mentionnais plus tôt, avec des systèmes comme tout ce qui est open source, etc., il va peut-être y avoir des nouvelles façons de travailler et de concevoir des systèmes de mobilité autonome qui vont rebattre les cartes à l'avenir. Donc, ça reste un domaine excitant à suivre. Bon, bah, écoutez, c'est super, on arrive à la fin. Nous avons, donc on ne pourra pas prendre toutes les questions, nous avons un prochain webinaire Moving Insights sur un autre sujet qui est qui est peut-être un peu plus loin, mais les 100-500 km, parce que souvent on parle soit du local, soit du très lointain. Donc on aura ça le 30 juin. Et en tout cas, ben, un grand merci à toutes et à tous pour votre participation et vos questions, et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.